et une fonction de service à la communauté. Donc les HEP existent comme système particulier parce qu'elles sont à l'interface entre le monde académique, d'une part, et le milieu scolaire vaudois. Donc je ne représente pas le canton de Vaud, ce serait malvenu, parce que je ne suis, un, pas enseignant, deux, pas vaudois, même pas suisse. Néanmoins, j'ai la chance disons, d'officier comme recteur pour un mandat de 5 ans au sein de la Haute École Pédagogique. Recteur, c'est un très joli nom pour dire que vous dirigez cet établissement. Oui, c'est une particularité, c'est que justement, comme les cantons sont indépendants les uns par rapport aux autres, les structures sont très différentes. Alors il y a à peu près 15 hautes écoles pédagogiques en Suisse, dont aucune n'a la même loi que l'autre, puisque ce sont des lois cantonales. Les choses seraient trop simples. Et la direction de la haute école pédagogique du canton de Vaud le canton de Vaud s'est doté d'une haute école pédagogique dont la structure est la plus proche de celle des universités classiques. Donc c'est une direction collégiale de 3 personnes, un directeur de la formation, un directeur de l'administration, et puis moi-même, le directeur de la formation assume toute la responsabilité des curriculums, et moi j'assume plutôt la responsabilité pour le côté recherche, côté de ce qu'on appelle les unités d'enseignement de recherche. Combien d'étudiants au total dans cet établissement? Alors on est à 2100, 2200, ça peut dépendre comment on compte. On a une visée à 2500. Il faut savoir que la Suisse, comme la France, comme pas mal de pays européens, est en phase de renouvellement de tout son personnel enseignant. Qu'il y a donc, on a un nombre d'étudiants qui a explosé, qui a plus que doublé en moins de 8 ans. Et là, on aura probablement une vitesse de croisière autour de 2500 étudiants. Et tous vos étudiants deviennent enseignants dans les établissements scolaires du canton de Vaud. Exactement. C'est intéressant aussi de voir que ce système est orienté essentiellement vers l'enseignement public. Même si, quelquefois, l'interprétation française de nos modes de fonctionnement nous approche de l'enseignement, enfin des écoles privées. Mais c'est l'enseignement public. Et quand néanmoins l'autonomie institutionnelle de la HEP lui permet de contractualiser. Et on a, par exemple, une partie des activités, d'ailleurs, en lien avec l'intégration des nouvelles technologies, une partie des activités qui se fait avec des écoles privées, et non pas simplement les écoles publiques du canton. Et dernier détail, parce que c'est tellement exotique par rapport à notre système, oui. Un enseignant qui est formé à la HEP de Vaud, il peut aller enseigner à Genève? Oui, à condition que la HEP ait fait l'effort, et elle l'a fait, de faire reconnaître ces titres par la conférence des directeurs, c'est-à-dire que la conférence des ministres cantonaux a un secrétariat général qui examine les titres des diverses institutions et qui accrédite en quelque sorte l'institution. Alors à partir du moment où quelqu'un est diplômé à Lausanne avec un titre accrédité, il a la possibilité d'aller travailler dans toute la Suisse, même si le statut des enseignants est très différent d'un canton à l'autre. Très bien. On peut passer à la deuxième partie de l'interrogatoire auquel je vous soumets. C'est qu'est-ce qui fait que le canton de Vaud a été invité ici à Ludovia? Est-ce que vous êtes un canton, un établissement qui se distingue particulièrement par son intérêt pour le numérique? Pensez-vous que c'est pour ça ou c'est pour une autre raison? Je n'ai pas la réponse précisément, en dehors du fait qu'il y a des collaborateurs de la HEP, entre autres Lionel Kaufmann, qui entretient des rapports avec Ludovia depuis plusieurs années. Je dirais que le canton de... n'étant pas... j'ai longtemps travaillé dans un canton voisin, à l'université de Fribourg, mais j'observe depuis le début des années 80, 1900, disons un fort intérêt dans le canton de Vaud pour tout ce qui touche à l'intégration du numérique et, disons, de nouvelles technologies, à l'époque ça s'appelait comme ça, dans les pratiques d'enseignement. Donc je pense que le canton de Vaud est en pointe par rapport à ses voisins déjà depuis longtemps, et que c'est ce qui explique pourquoi il y a une telle palette qui moi-même me surprend en tant que responsable de l'institution, une telle palette de projets, de mise en œuvre au sein de l'institution, c'est probablement un des éléments. Le deuxième, c'est que
La HEP, elle est inscrite, je ne sais pas si vous voyez cet arc formé par le lac dit de Genève, mais qui est le lac Léman. Donc c'est l'arc lémanique pour nous. L'arc lémanique comporte pas mal de pôles universitaires de haut niveau. J'ai cité tout à l'heure l'université de Lausanne. Il y a d'ailleurs un représentant de l'université de Lausanne dans la délégation vaudoise. Il y a l'école polytechnique fédérale, qui a aussi une solide réputation, mais plutôt eux en matière, je dirais, d'ingénierie ou bien de savoirs généraux. Et cet arc lémanique, il y a l'université de Genève aussi, parce qu'on entretient beaucoup de contacts avec l'université de Genève. Cet arc fait qu'il y a une dynamique au sein de l'institution qui est extrêmement importante et qui, disons, peut-être explique en partie ça. Et puis, de notre côté, il y a quand même la volonté aussi, disons, de décentrer notre regard sur notre fonctionnement habituel, puis peut-être de permettre aussi à vous tous ici présents d'avoir aussi ce regard décentré sur un fonctionnement, vous l'avez dit, exotique. Hein. Et j'en profite à fond de l'exotisme parce que c'est aussi une façon, avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, mais d'analyser ce que l'on fait et de prendre un peu de distance parce qu'on D'accord, je vous presse un tout petit peu pour dire, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de ce qui se fait en matière de numérique éducatif, soit à la HEP, soit dans un établissement scolaire, et dont vous considérez que, au fond, vous auriez lieu d'être fier, en tout cas de le revendiquer ici? Bon, je pense qu'on a intérêt à être fier de tout ce qu'on fait dans le domaine. La position de la HEP dans cette interface entre le système éducatif et les lieux de construction de savoir en général me semble ouvrir ce tas de perspectives. Bon, vous avez eu l'exemple du radiobus. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que il y a 3 orientations fondamentales dans tout ce qui est fait à la HEP, et l'avantage, c'est que c'est fait au sein d'une seule institution. Il y a l'aspect développement de pratiques innovantes, mais il y a aussi tout ce qui touche au changement curriculaire. Quelquefois, on voit des décalages importants entre l'émergence au sein du milieu éducatif de technologies nouvelles, dont souvent au début, on ne sait trop que faire, en dehors de quelques pionniers qui sont toujours à l'aise avec tout. Mais il y a la volonté chez nous d'avoir à la fois développé les pratiques innovantes, développer des changements curriculaires dans la formation et analyser le changement, c'est-à-dire intellectuellement accompagner les transformations. Donc, alors que ce soit sur des éléments comme le radiobus qui existe déjà bien avant que moi-même j'arrive à Lausanne, je suis arrivé en 2008, le radiobus existait. C'est un travail de fond qui est fait avec les élèves, où il s'agit non seulement de faire en sorte qu'on soit dans un acte de création, mais aussi un acte de maîtrise de l'outil, mais aussi un acte de production de l'outil, et enfin un acte de diffusion. Bon, alors on a ça aussi de la mise à disposition des ressources, que ce soit les robots, on a vu, il y a un exemple ici tout près, la BDR, ce qu'on appelle la BDRP, la banque de données de ressources pédagogiques, qui est en fait un service que la HEP met à disposition, disons, de l'ensemble des institutions, des enseignants du canton, pour pouvoir à la fois déposer leur travail, mais aussi retirer le travail des autres. Il y a, dans le même ordre d'idée, ce qui se fait, il y a des représentants ici du e-talk ou bien de Skill Forest. Voilà, c'est toute une série de choses. On peut prendre aussi la recherche en cours sur la mise en œuvre des tablettes dans un système one-to-one. Et là, justement, ça se fait en collaboration avec les écoles privées, parce qu'on n'a pas pu le faire en collaboration avec les écoles publiques. Ça, c'est l'intérêt de... Bon, il y a aussi à mentionner tout ce qui se fait en lien avec le laboratoire de l'UNIL, en termes d'humanité digitale, et là, vous devez connaître, puisque Lionel Kaufmann a déjà participé au ludovien précédent sur l'utilisation de l'image de l'enseignement. Voilà, c'est une palette, malheureusement un peu trop rapide, c'est pas illustré. Mais... Merci, en tout cas, ça nous donne déjà envie d'aller en savoir plus. La délégation de Vaud est assez nombreuse ici, donc on veut vous dire à vous-même et à tous qu'on est très heureux de vous avoir ici parmi nous, et puis qu'on espère vous revoir
les années suivantes. Bon, alors, si vous le voulez bien, on va passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup. C'est M. Jean-Yves Capul, votre voisin de droite. Voilà, on revient en France, à l'éducation nationale, à l'État, à la politique de l'État. L'année dernière, c'était une année riche pour les politiques publiques en matière numérique éducative. L'année qui vient, ça va être pas mal, la suivante aussi, etc. Donc, ça va être un prodige pour Jean-Yves Capul, dans moins de 10 minutes, de nous faire l'état de la situation, pour dire quels sont les projets du ministère, de l'ADNE en particulier, les grands dossiers qui nous attendent à la rentrée. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues aussi. Donc le ministère se réjouit une nouvelle fois de ces journées de Ludovia qui permettent de réunir, de rassembler l'ensemble des acteurs du numérique éducatif, qu'il s'agisse des académies, du ministère, des collectivités, des enseignants, des inspecteurs, des acteurs économiques, qui nous permettent de nous retrouver dans un cadre agréable pour échanger, pour discuter, pour lancer aussi un certain nombre de choses. Et donc au nom de la directrice du numérique pour l'éducation, Catherine Bizot, j'adresse mes remerciements aux organisateurs de la manifestation, puis aussi aux collectivités territoriales qui nous accueillent dans ces lieux. Alors la direction du numérique pour l'éducation est précisément une nouveauté de l'année dernière, c'est lié à la loi de refondation de l'école et à la définition d'une stratégie numérique pour l'école, sur laquelle je reviendrai. Et la direction du numérique pour l'éducation a un objectif qui est de généraliser les usages du numérique par les élèves et pour les enseignants. Je vais répondre très rapidement à votre question, mais je voudrais quand même revenir, parce que c'est extrêmement important, sur les raisons qui motivent ces grandes orientations. Certaines ont été évoquées par les intervenants précédents, mais il y en a aussi d'autres qui sont plus spécifiquement pédagogiques. Celle qui a été largement développée par les intervenants précédents, c'est évidemment la réduction des inégalités entre les élèves, y compris en faveur des élèves à besoins particuliers, mais aussi réduction des inégalités entre les territoires et réduction des inégalités entre les familles, comme l'a souligné le président Malvy. La fracture est aujourd'hui culturelle et plus du tout économique, mais je ne reviens pas sur ce point-là. Il y a deux raisons spécifiquement pédagogiques. La première, et certainement la plus importante, c'est de développer les compétences des élèves. Le numérique aujourd'hui sert à développer les compétences des élèves et pas seulement les compétences numériques. Bien sûr, c'est développer les compétences numériques. La loi l'a encore reprécisé en inscrivant l'éducation aux médias et à l'information dans la loi, au-delà de ce que nous faisons traditionnellement en termes d'éducation aux usages responsables et pertinents d'Internet. Il faut aujourd'hui aller beaucoup plus loin, apprendre aux élèves à décrypter, à contextualiser les informations, apprendre à produire eux-mêmes de l'information pour pouvoir en maîtriser parfaitement l'usage. Et cette éducation aux médias et à l'information est inscrite très clairement dans le cycle 4, dans les nouveaux programmes, et on voit là déjà un premier élément selon lequel la stratégie que l'on met en place aide aussi à la mise en place de la réforme du collège, la mise en place du socle et de la mise en place des nouveaux programmes. Il y a aussi une dimension nouvelle dans les enseignements, qui est celle de l'informatique, des sciences du numérique. Il y a une première approche dans le cycle 3. Dans le cycle 4, dans les programmes de mathématiques, dans les programmes de technologie, il y a un renforcement extrêmement important de l'enseignement de l'informatique, qui fait qu'on va devoir avoir besoin d'enseignants formés, de matériel présent dans les classes, toute chose qui justifie le plan numérique annoncé par le président, sur lequel je vais revenir. Mais au-delà de ces compétences numériques, il y a des compétences non numériques, des compétences disciplinaires. Aucune discipline aujourd'hui ne peut échapper au numérique parce qu'elle en a besoin pour pouvoir enseigner, mais il y a aussi toutes les compétences transversales, et là encore, le numérique va être un appui important aux nouveaux enseignements interdisciplinaires. C'est évidemment la mise en activité des élèves, l'interactivité qui est favorisée, toutes les activités d'évaluation, d'autopositionnement, de suivi des acquisitions et du coup de la production de parcours personnalisés. Et donc le numérique joue un rôle essentiel dans la mise en place de la réforme du collège, dont je rappelle que le point important, c'est la logique du socle, la logique des compétences, la logique de l'apprentissage des élèves, en plus de ce qui leur est transmis. C'est pas seulement ce qu'on leur transmet, mais ce qu'ils apprennent eux-mêmes. Évidemment, le numérique est un atout essentiel pour cela. Alors, la stratégie numérique, deux mots avant de parler du plan numérique. Il y a beaucoup de volets dans la stratégie numérique qui a été mis en place par Vincent Payon il y a 2-3 ans. Un des volets importants, c'était la gouvernance du numérique dans les territoires et au niveau national. Dans les territoires, on en a déjà parlé l'année dernière, c'était la mise en place de délégués académiques à plein temps, mais aussi d'une gouvernance territoriale associant les partenaires premiers de l'action publique du numérique éducatif en territoire que sont les collectivités. Eh bien, aujourd'hui, au niveau national, nous réalisons la même chose avec la création d'un comité des partenaires qui réunit l'ensemble des associations, des grandes associations d'élus pour échanger, pour discuter, pour proposer un certain nombre de choses et pour mettre en œuvre une stratégie de déploiement du numérique dans les établissements scolaires.
Ce comité des partenaires va organiser avec le ministère une grande journée début octobre autour de la continuité éducative et territoriale. Continuité, donc une journée de réflexion, mais qui permet aussi de travailler à une stratégie commune. Continuité des parcours scolaires entre le primaire et le secondaire. Continuité sur la journée de l'élève entre le périscolaire et le scolaire. Évidemment, continuité entre l'école et l'extérieur de l'école. Donc ce comité des partenaires est extrêmement important puisque c'est la mise en œuvre de cette stratégie avec l'idée d'avoir une gouvernance nationale et non plus académique du numérique éducatif. Un volet important aussi, et j'en dis un mot parce que ça a été cité de façon très élogieuse par le président Malvy, c'est la question du développement et de la généralisation des environnements numériques de travail. Il y a aujourd'hui 5000 collèges et lycées qui ont déployé un ENT, 2000 écoles, avec un mouvement extrêmement fort qui se développe dans le premier degré, une appétence très forte des collectivités territoriales pour développer les ENT dans le premier degré. Pour le ministère, nous accompagnons et nous développons cette politique des ENT en fournissant des cadres techniques, des cadres juridiques, en organisant des opérations d'impulsion et aussi en mettant en œuvre quelque chose qui va permettre de faciliter l'accès des ressources pédagogiques à travers tous les ENT. On sait aujourd'hui que c'est quelque chose de pas toujours très simple. Il y a beaucoup d'ENT, il y a des ressources extrêmement différentes. On va faire en sorte que pour la rentrée 2016, il puisse y avoir un accès facilité dans ces ENT qui sont un ensemble de services intégrés et d'accès aux ressources. J'en viens au plan numérique et aux grands axes du plan numérique, mais très rapidement. Plan numérique, comme l'a rappelé Madame la Préfète, annoncé par le Président de la République au début de mai de cette année. Un plan numérique qui s'inscrit pleinement dans la rénovation des programmes, du socle, dans la rénovation du collège, ce qui explique que, même si certains peuvent le déplorer, le niveau du collège soit privilégié dans ce plan numérique. Le premier axe extrêmement important, et c'est d'ailleurs par celui-là que le président de la République avait commencé, c'est la formation des enseignants. Ça va bien évidemment au-delà du collège. Il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre ce qui était d'ailleurs inscrit dans la loi de refondation de l'école avec la création des SP, nos équivalents, mais là on a un modèle un peu plus unique en France d'école supérieure du professorat et de l'éducation. Mais pour les enseignants en activité aussi, en formation continue, il s'agit de développer la formation numérique et grâce au crédit du plan numérique, un effort exceptionnel va être mis en place dès cette année et les suivantes pour former tous les enseignants numériques en démarrant bien sûr par les corps d'inspection, les formateurs de formateurs, les personnes ressources, les chefs d'établissement et après décliner au plus près du travail des uns et des autres dans les bassins, dans les établissements, des journées de formation pour l'ensemble des enseignants. Nous avons programmé, et les académies travaillent en ce sens, 3 journées de formation, en plus des journées qui viendront sur la réforme des programmes et la rénovation des collèges, des journées sur le numérique qui permettront de traiter l'ensemble des thèmes. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà un effort massif extrêmement important. Le deuxième axe, c'est le développement et l'enrichissement d'une offre de ressources numériques pédagogiques. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Il y a déjà beaucoup de ressources à disposition des enseignants, peut-être trop. En tout cas, les enseignants ne savent pas forcément s'y retrouver, s'y repérer. Et nous proposons déjà, c'était une des annonces du président, de créer pour la rentrée 2016 un grand portail de recherche et de présentation de ces ressources, de toutes les ressources gratuites, payantes, des éditeurs, des opérateurs, de Canopé, des enseignants eux-mêmes dont on souhaite faciliter la production. Je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails sur ce plan-là, mais en tout cas un grand portail qui présente ces ressources et qui permettent aux enseignants de savoir quelles sont les ressources les plus pertinentes pour leur discipline, pour leur activité interdisciplinaire, pour leur activité d'enseignant, pour leur activité pédagogique. Au-delà de ce portail, des crédits budgétaires vont être consacrés à la production de nouvelles ressources numériques, avec notamment une série d'appels d'offres en direction des éditeurs scolaires, mais pas seulement, l'ensemble des producteurs de ressources, pour qu'il y ait des banques de ressources correspondant aux grands champs disciplinaires qui permettent d'accompagner les manuels, qu'ils soient papier ou numérique, en proposant un ensemble de ressources et de services numériques. On insiste beaucoup sur l'idée de services numériques accompagnant les ressources, et pas seulement des documents, du texte, de la vidéo, c'est aussi des services numériques, et notamment les services de personnalisation ou de suivi des apprentissages de cité, qui devront être proposés par des acteurs économiques dans ces banques de ressources. Il y a aussi un appel à projet pour produire des applications mobiles et toute une série d'autres mesures. On ne peut pas faire la liaison avec Canopé, là, ça serait merveilleux. Non, parce que j'en arrive quand même au plus important. Oui, au plus important, mais je le dis en une minute, oui. C'est bien évidemment l'appui aux collectivités locales pour l'équipement des élèves.
Oui. C'est ce que la préfète avait cité en premier, c'est ce que les collectivités locales regardent avec extrêmement d'attention, et c'était certainement le point le plus important de l'annonce du président de la République, à savoir que lorsqu'une collectivité territoriale, pour ses collégiens, décidera d'équiper individuellement chaque élève, et nous tenons à cet équipement individuel pour des raisons pédagogiques qu'on va peut-être pas développer ici, mais c'est en tout cas quelque chose de très fort pour la stratégie du ministère, eh bien lorsque cette collectivité émettra le besoin d'équiper ses élèves et en partenariat évidemment avec l'académie, l'État financera la moitié du coût de ces équipements. Donc phase de préfiguration pour cette année 2015-2016 avec 300 écoles et collèges dans lesquels vont se déployer des équipements individuels mobiles dans les mois qui viennent, et appel à projet dès janvier 2016 pour que tous les départements qui le souhaitent puissent voir financé à moitié par l'État, ce déploiement d'équipements individuels. Et Jean-Pierre Quignot pour l'ADF tout à l'heure nous dira comment c'est reçu par le département. Voilà, un petit peu long. Bon, merci beaucoup. Alors, donc, on va revenir sur la question des ressources avec Marc Laborde qui dirige le réseau Canopé pour l'Académie de Toulouse et l'Académie de Montpellier, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et alors, du coup, il vous revient, on s'est mis d'accord là-dessus pour qu'il y a un thème quand même qui flotte au-dessus de l'ensemble de ces journées-là, et au-dessus de nos tables rondes aussi, mais on va avoir un petit peu de mal à s'y intéresser, c'est cette question d'appropriation et de détournement. Et bien, M. Laborde a accepté gentiment, au fond, de le traiter du point de vue de l'éditeur public de Canopé. Voilà. Et vous avez aussi 5 minutes, quelque chose dans ce genre-là. Hein, oui. Voilà, merci. Donc je n'ai pas de temps et j'ai été téméraire pour traiter le sujet. Voilà. Donc bien, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire quel plaisir toujours le réseau Canopé à être présent à Ludovia, qui l'accompagne donc depuis plusieurs années. Et ce soir, donc, il me revient la lourde charge de représenter son directeur général, donc Jean-Marc Mériot, qui ne sera là que demain. Alors effectivement, il y a un thème, et ce thème sur l'appropriation et cette question du détournement. Alors, on pourrait peut-être se poser une question toute simple. Y a-t-il un dilemme, d'ailleurs, entre appropriation et détournement ? Est-ce que vraiment il y a un antagonisme dans ces questions-là ? J'en suis pas certain. D'ailleurs, il faudra examiner, mais peut-être est-ce trop tôt, comment des outils et des ressources qui sont aujourd'hui développées par le réseau Canopé sont utilisés demain ou après-demain. Je prends 2 exemples pour pas les citer tous. L'ensemble des fondamentaux, ces petits films qui ont été créés, qui ont une mission très claire, donc les fondamentaux en éducation, comment seront-ils utilisés ? Ce serait intéressant de le regarder dans quelques temps. Ou, je prends l'autre exemple de ce réseau d'enseignants via Éduc, comment va-t-il vivre, comment va-t-il évoluer ? Je pense que c'est intéressant. Le président Malvy disait tout à l'heure, il y a quelques minutes, il parlait de ces 3 millions de connexions et il disait les élèves, évidemment, des collèges, mais il a cité immédiatement après les parents et les associations. Donc on voit bien qu'il y a là une question entre cette appropriation et ce détournement, puisque à l'origine, ce n'était peut-être pas le but premier des ENT. Je pense que le détournement de l'objet, le détournement de la ressource est en fait un excellent indicateur de l'appropriation des usages de ce même objet, de cette même ressource. Et je pense que c'est là-dessus qu'il nous faut réfléchir. Ça pose, à mon sens, une question centrale qui est l'investissement et la question du numérique au sein de l'école. Donc je ne vais pas revenir évidemment sur ce que présentait Jean-Yves Capul il y a quelques minutes. Mais c'est vraiment là, à mon sens, que se pose cette question de l'appropriation et du détournement. Je pense qu'il faut que nous ayons tous conscience, et je pense que nous avons tous conscience ici, que nous avons besoin de tout le monde pour faire évoluer ce questionnement et pour faire évoluer cet investissement, cette école, notre école, ces pratiques. D'ailleurs, Jean-Yves Capil a annoncé il y a quelques secondes qu'il y aurait une journée des partenaires. Et donc c'est bien cette idée d'associer et de repousser les frontières, de repousser les anciennes limites que nous connaissions, les anciennes frontières, pour aller vers d'autres sphères, vers d'autres cercles bien autour. Et ces sphères-là, ce sont justement cette communauté éducative, les parents, les associations qui sont à la croisée de ces questions-là. Je crois que ce sont les acteurs
de cette question et que l'implication, elle est ici fondamentale et elle concerne tout le monde. C'est d'ailleurs dans ce sens que le réseau Canopé développe un maillage d'ateliers canopés dans l'ensemble des départements, une centaine d'ateliers dont la mission est à la fois une mission de proximité, mais de proximité, ça ne veut pas dire simplement être présent dans la préfecture ou la ville la plus importante du département, mais c'est aussi une question de proximité dans les établissements scolaires, qu'ils soient du premier ou du second degré, en travaillant au plus près. Donc je crois, et au plus près des enseignants, évidemment, des élèves en les accompagnant, mais aussi des parents et des associations. La question, nous avions des élus il y a quelques minutes ici même, la question notamment du temps hors temps scolaire, c'est une question qui revient, qui est souvent sollicitée et pour laquelle le réseau Canopé est souvent sollicité. Donc je crois qu'il y a là une ambition véritable du réseau Canopé d'être à la fois ce service de proximité dans lequel on doit imaginer être un lieu de partage et d'équité, parce que c'est justement ce partage des ressources, de l'innovation, ce que d'un mot un peu plus complexe aujourd'hui on appelle le co-design. Je crois que c'est dans ces questions-là que le réseau Canopé doit agir et se propose d'agir donc dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Et je crois que c'est au service de cette communauté que nous agissons et quelle est la volonté aujourd'hui du réseau Canopé. Donc appropriation, détournement, je pense que ce n'est pas en soi une opposition, mais que c'est certainement à la mesure où nous pourrons constater le détournement de ces objets qui n'ont pas été conçus pour, que l'on appréciera la richesse et l'importance des usages. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va passer au deuxième groupe d'intervenants. Qui représentent, disons, les collectivités territoriales les territoires d'une façon très générale. Je vais commencer par Pascale Luciani-Boyer, que beaucoup d'entre vous doivent connaître parce qu'elle vient souvent à Ludovia, et par ailleurs qu'elle est très active dans le champ qui nous occupe ici aujourd'hui. Alors j'ai deux questions à lui poser qui sont liées directement à des activités qu'elle a. La première, c'est que vous êtes membre du Conseil national du numérique, et que le Conseil national du numérique s'est saisi de la question, ou a été saisi, vous nous le direz, de la question de l'éducation et du numérique cette année, qu'il a produit un rapport, donc on a lu avec attention, qui a donné lieu à beaucoup de réactions, beaucoup de débats. Peut-être vous nous donnez votre disons, j'imagine que vous avez contribué à la rédaction de ce rapport et aux idées qu'il contient, donc est-ce que vous les assumez toutes? Ça commence bien. Et en tout cas, qu'est-ce que vous pensez des débats qui ont eu lieu autour de ces propositions? Alors le rapport en question, ça s'appelle Jules Ferry 3.0, c'est ça? Oui. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu, mais peut-être on peut en parler maintenant. Oui, puis même, je vais faire même un petit retour en arrière. Alors, en effet, là, je vais prendre la casquette de Conseil national du numérique, qui est une instance, juste pour remettre peut-être l'information auprès de tous, qui est une instance qui a vocation à être saisie ou à s'auto-saisir sur les problématiques du numérique au sens large. Et le sujet de l'éducation est arrivé après un premier rapport qui parlait d'inclusion. Donc le Conseil national du numérique, après avoir fait des rapports sur la fiscalité, sur la réglementation, le droit à l'oubli, ou des éléments que vous avez peut-être pu parcourir les uns et les autres, qui êtes très attachés au monde du numérique, parce que le monde du numérique évolue aussi au-delà des frontières de l'éducation. Il y a eu un rapport il y a 2 ans qui traitait de l'inclusion. Et pourquoi est-ce qu'il traitait de l'inclusion? Celui-ci était une commande ministérielle pour s'interroger sur les clivages et sur cette équité justement de notre population française et notamment sur les territoires. Et le résultat de ce rapport a démontré, s'il fallait encore le démontrer, que on ne pouvait le traiter sans traiter de l'éducation. Et donc le rapport suivant, qui traitait lui de l'éducation, était une autosaisine du Conseil national du numérique avec les 2 tutelles que sont le ministère de l'Éducation et le ministère du numérique pour aborder ce sujet d'un point de vue large avec l'éducation à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. Donc oui, il y a eu 8 axes qui sont sortis, 40 propositions. Si vous me posez la question de est-ce que je les assume toutes en tant qu'individu et également élu local, parce que j'y suis au titre de mes fonctions d'élu local également dans ce Conseil national du numérique, comme tout rapport, il y a des choses très bonnes et il y en a
sur lesquelles je suis moins en accord. Mais je vais m'arrêter sur celles qui me paraissent essentielles et sur lesquelles j'étais parfaitement en accord. Oui, j'ai rédigé une partie sur l'école ouverte. Parce que, étant élu local, ce qui m'intéressait tout particulièrement dans le regard national qu'il fallait porter, c'est comment cette école, avec le numérique, pouvait s'ouvrir sur des publics plus larges. Je crois que ça a été largement évoqué par aussi bien Monsieur Jean-Yves Capul que Canopé, et puis également sur le président de la région, qui a très justement rappelé que le numérique n'est pas un outil, que le numérique a énervé toutes les compétences, et toutes les compétences de la vie courante, on les trouve aussi à l'extérieur de l'école. Le citoyen de demain, puisque l'école forme ce citoyen de demain, il sera numérique, il faudra qu'il évolue dans un monde numérique, et c'est ce prisme-là qui a été pris dans le cadre de la réflexion du Conseil national du numérique sur Jules Ferry 3.0. Alors, si on retient juste quelques mesures, il y en a bien sûr une qu'on partage tous, qui est la formation des enseignants, et au-delà, la formation même, on a parlé de littératie dans le rapport et inclusion, qui nous ramène à la logique d'appropriation. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous le partagez, mais les plus grands clivés du numérique sont souvent les décideurs politiques et les décideurs également des grandes entreprises. Alors parfois, on met un pavé dans la mare, mais c'est une réalité, et ça veut dire également que dans les programmes, dans la réflexion sociétale qui est la nôtre, le numérique est trop souvent vu comme un outil et pas suffisamment comme une culture à partager. Donc la première chose, ça a été de rappeler cet état de fait. La seconde, c'est de regarder l'école comme étant une école ouverte à l'intérieur d'un territoire, et on a davantage parlé, mais ceux qui m'ont déjà entendu vont retrouver mes propos, plus d'espace numérique d'échange, bien au-delà de l'espace numérique juste de travail. Ce sont des débats qu'on a eus, d'ailleurs, il y a déjà 10 ans, je crois, avec monsieur Jean-Yves Calpul, mais c'est des éléments qui, aujourd'hui, arrivent auprès de tous. Et quand on parle d'appropriation et de détournement, mais je crois qu'on y est. Vous avez raison, l'appropriation, c'est une fois qu'on a bien utilisé l'outil et qu'on lui trouve une nouvelle application. Vous l'avez tous les jours dans votre vie quotidienne. Tous les jours, on s'est servi d'un outil et en fin de compte, on a fait complètement autre chose avec. Et c'est ça la magie du numérique, c'est ça cette société qui évolue avec des outils. C'est la première fois que les usages dépassent la technologie. D'habitude, on a besoin de quelque chose, la technique y répond. Aujourd'hui, il y a la technique d'abord et les usages viennent après et sont absolument extraordinaires dans leur appropriation et leur détournement. Eh bien, l'école ne fait pas différence à cela, et cette école ouverte qu'on va retrouver dans les paragraphes et dans les 40 propositions, elle rappelle qu'il y a une culture numérique à partager, et elle parle notamment du bac à chaîne. Le bac à chaîne qui a fait beaucoup de débats, qui est ce bac de culture numérique à partager, qui pourrait être une option complémentaire pour valoriser ceux qui ont utilisé dans leur parcours, dans leur appropriation, dans leur projet multidisciplinaire, le numérique comme vecteur. C'est une compétence ici complémentaire qui intègre le code, bien sûr, mais qui intègre d'autres notions qui sont celles de la transversalité, de la coopération et de savoir travailler ensemble. Donc il y avait, j'ai pris juste 2 éléments de ces 40 propositions, parce que soit elles mettent un pavé dans la mare, oui, on fait des échanges avec un espace numérique de travail, et puis un autre qui, là, ne met pas un pavé dans la mare, mais qui réfléchit à demain. Peut-être que cette culture numérique à partager avec le citoyen de demain, c'est celle d'injecter ces outils, ces manières de travailler ensemble. C'est aussi le problématique de l'école inversée. C'est tous ces nouveaux usages qui dépassent bien, qui vont bien au-delà de comment est-ce que j'apprends la géographie avec le numérique. C'est comment est-ce que le numérique me permet de voir la géographie dans un monde, dans le monde dans lequel j'évolue, bien au-delà de ce silo qui est aujourd'hui encore trop à l'œuvre dans notre système. Et juste un point peut-être, et je termine. Oui, allez-y. Juste un point pour rappeler que j'ai été très agréablement surprise tout à l'heure d'entendre nos collègues représentants de collectivités territoriales, parce que vous l'avez souligné, ça fait quelques années que je viens, et trop souvent on était obligé de parler des outils, de savoir comment on allait faire sans savoir pourquoi on allait faire. Et il y a depuis 1 an ou 2 une véritable appropriation collective du sujet politique.
on fait pour quelque chose. On ne met pas l'outil, on ne met pas l'usage juste pour dire on est moderne parce qu'il faut faire différemment. Il y a une ambition aujourd'hui qui commence à se partager, d'une ambition politique pour amener le numérique dans cette société qui évolue. Et je crois que c'était un très beau signal que d'avoir entendu nos collègues qui rappelaient que c'est dans tous les champs de compétences territoriales et dans tous les champs de la vie que le numérique intervient. Bon, je vous interpelle sur un deuxième sujet, qui est celui des élus. Tout à l'heure, M. Malvy a dit que la totalité des vice-présidents de son conseil régional était concernée par la question du numérique, et c'est une question dont on débat souvent. C'est, par exemple, l'autre jour, quelqu'un fait remarquer, il n'y a pas d'ordinateur sur le bureau du président de la République. Bon, voilà, les élites sont ignares en matière de numérique. Donc, et comme on est dans un pays démocratique et que les décisions sont prises par des élus, et si on veut bien sortir des caricatures, en tout cas, il est assez raisonnable de se poser sérieusement la question des rapports des élus avec les numériques, et pas seulement sous forme de leurs compétences personnelles, qui n'est pas forcément le cœur du sujet, mais je crois savoir que vous réfléchissez sur ces questions-là, que vous avez écrit un livre, donc on peut en dire deux mots. Alors que je suis auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'élu face au numérique, mais qui est contributif, comme le numérique est nativement contributif. Et il y a au moins 2 contributeurs dans cette salle, enfin en tout cas un au premier rang, mais un autre également qui peut-être va nous rejoindre, qui ont permis l'élaboration de cet ouvrage qui retrace tous les champs de compétences territoriales, comme le disait le président tout à l'heure. Mais il y a l'éducation naturellement, mais il y a aussi des domaines de voirie, des domaines d'urbanisme, des domaines à qui ont trait au sport. Enfin, je prends volontairement des domaines qui a priori sont éloignés du numérique, et pour autant, ça change les modèles de fonctionnement. Et donc, encore une fois, la prise en compte du sujet politique, c'est pas simplement d'avoir un ordinateur sur son bureau. D'abord, ils ont tous un smartphone, donc de toute manière, il y a cette appropriation. C'est surtout de se poser la question de la société dans laquelle on va évoluer avec ce numérique, et bien le comprendre et bien le mesurer, c'est aussi éviter peut-être certains écueils dont on a entendu Madame la Préfète évoquer les contours tout à l'heure. On marche mieux et plus résolument dans un monde éclairé. Il faut absolument que le politique soit éclairé de l'ensemble du sujet numérique pour pouvoir prendre les justes et les bonnes décisions. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour Jean-Pierre Quignot, il y a au moins 2 sujets, mais il y en a pas. Alors, 2 sujets, disons, qui sont importants. La première, c'est comment les départements, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure, comment les départements réagissent et en tout cas s'approprient ou détournent, je ne sais pas, la proposition qui leur a été faite par l'État de contribuer ensemble et conjointement et à hauteur égale à l'investissement dans l'équipement des collèges et peut-être des élèves de 5e. Enfin, on va voir comment on peut prendre les choses. Et la deuxième chose, c'est on a signalé aussi l'existence de ce comité des partenaires, c'est-à-dire d'une instance de concertation entre les collectivités territoriales et l'État. Et donc ces 2 initiatives, comment les prend-on du côté de l'Association des départements de France ? Alors tout d'abord, il y a eu des gros changements au sein de l'Assemblée des départements de France, puisqu'il y a eu des élections qui sont intervenues en mars, qui ont vu un changement de majorité. Elle est passée à droite, on va dire ça comme ça. Oui, voilà. Non, mais je rappelle ça simplement pour dire, parce que le grand plan numérique pour l'éducation, en fin de compte, c'est conçu au moment du changement, au moment des élections départementales. Ce qui a été un tout petit peu compliqué pour avoir, en fin de compte, une réponse construite au grand plan numérique proposé par le gouvernement et par le président de la République. J'insiste là-dessus parce que il y a un fonctionnement démocratique des départements, et ça n'est pas forcément celui de l'État, en fait. Donc, quand on nous a proposé la première fois de répondre à ce questionnement, on a dit attendez, il faut quand même que les nouvelles commissions soient créées dans les départements, que les nouveaux présidents soient nommés, qu'il y ait des examens budgétaires qui soient faits, etc., avant de pouvoir donner une réponse construite, en fin de compte, à ce grand plan numérique. Alors, ça ne remet pas en cause, bien sûr, l'appétence des conseils départementaux pour l'éducation et puis pour la modernisation de l'action publique, etc. Bien évidemment, il y a un souhait de l'ensemble des présidents, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, en fin de compte, de moderniser la relation à l'éducation, je dirais, et de se servir du numérique comme un levier pour réinterroger l'ensemble des pratiques et la façon dont on enseigne et la façon dont on éduque. C'est bien évident, mais toujours est-il qu'en tant que représentant là ce soir de l'ADF, le rendez-vous avec la ministre devait être le 8 juillet, il a été repoussé. Le deuxième rendez-vous devait être le 26 août, il a été repoussé. Le rendez-vous avec le nouveau président de l'ADF, Dominique Bussereau, est maintenant le 8 septembre. Et là, je dirais, il y aura peut-être une réponse un tout petit peu plus construite qui sortira de tout ça. Néanmoins,
on s'interroge quand même, je pense, dans l'ensemble des départements, pour avoir fait une réunion technique avant les vacances le 3 juillet, avec les DSI et puis les directeurs d'éducation, on s'interroge sur la capacité que vont avoir les départements à pouvoir suivre. C'est-à-dire, en fin de compte, il faut se rendre compte de ce que veut dire de financer pour l'ensemble des collèges dans un département un équipement mobile pour tous les élèves, et ça sur 3 ans. On estime globalement que c'est quand même un coût, enfin je veux dire, de l'ordre de 1 à 1,3 milliard, ce qui fait quand même une charge quand même assez lourde à assumer. Alors, j'insisterai aussi sur une chose, c'est que cette perspective du grand plan numérique, elle s'inscrit aussi pour nous dans la nécessité des départements et avec les régions d'apporter déjà le très haut débit, un débit de qualité, et puis d'être en capacité dans tous les collèges d'apporter aussi, en fin de compte, simplement une infrastructure électrique qui soit performante pour pouvoir assumer, en fin de compte, l'ensemble de ces usages du numérique demain au sein des collèges. Tout ça a des coûts, et on est obligé aujourd'hui de mettre cette perspective du développement du numérique éducatif en perspective par rapport à l'ensemble des coûts qui pèsent aujourd'hui sur les départements, et pas simplement sur les départements, sur les communes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser dans les 5 ans le développement numérique du numérique éducatif hors du contexte budgétaire. C'est-à-dire que le contexte budgétaire, je vais essayer de vous le tracer rapidement. Aujourd'hui, les départements sont pris dans un ciseau. Nous avons l'ensemble des allocations individuelles de solidarité qui sont en train de grimper en flèche. Alors c'est l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, c'est le RSA, et c'est l'allocation de compensation pour le handicap. Elles ont augmenté de 7% de 2003 à 2011, elles sont en train d'augmenter de 13% depuis 2011. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je tiens quand même à le dire parce que ça va peut-être expliquer la position d'un certain nombre de départements d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on a 5 à 6 départements qui ont des difficultés de boucler leur budget pour l'année 2015, mais comme en plus on a une diminution du fait de la réduction des déficits publics, de la dotation globale de fonctionnement de l'État, qui est de l'ordre de 11 milliards pour l'ensemble des collectivités, on se retrouve aussi avec un problème budgétaire qui va, en plus de cette augmentation des allocations individuelles de solidarité, la réduction des déficits publics va nous faire peser une réduction supplémentaire sur 2015-2016 de 2017, enfin 2016-2017, ce qui fait qu'on a en perspective, et ça c'est des évaluations de cabinet, une trentaine de départements qui vont être en grande difficulté en 2016, et pour l'instant, du fait même qu'on va nous retirer aussi, dans le cadre de la loi NOTRe, la moitié de la compensation sur la valeur ajoutée des entreprises, ça fait une diminution de 50% d'une autre ressource des départements, on pense avoir 77 à 78 départements en difficulté pour boucler leur budget pour 2017. Ce qui fait que aujourd'hui, il va y avoir un certain nombre de départements qui vont regarder les investissements numériques éducatifs à la loupe, enfin, et pas simplement eux. C'est-à-dire que on va s'interroger vraiment sur la pertinence, en fin de compte, de l'équipement mobile individuel pour tous les élèves, comme si, en fin de compte, connecté, on en est certain. De toute façon, ça c'est déjà planifié dans les schémas directeurs d'aménagement numérique. Connecté au très haut débit, c'est déjà planifié. Mais on va s'interroger sur le coût et les coûts induits. Les coûts sur la maintenance et sur la pertinence, en fin de compte, qu'il peut y avoir à apporter un équipement individuel mobile à tous les élèves au niveau du collège, alors que par ailleurs, on voit déjà les familles qui achètent aussi des équipements. Et on se pose aussi la question de savoir si les équipements qu'on va acheter, si on est dans la difficulté pour les maintenir ou pour pouvoir les remplacer demain, pour en assurer la maintenance, on se pose la question aussi de savoir si en fin de compte, il ne vaudrait pas mieux travailler avec les familles pour être sûr qu'il y ait un équipement up-to-date et surtout que les équipements que l'on a fournis ne soient pas taxés demain d'être ringards ou vieillissants ou par rapport à ceux qui sont susceptibles d'être utilisés dans les familles.
Mais donc la proposition du président était assez ouverte de ce côté-là. Il était Oui, mais question, elle a évolué, c'est vrai. Oui, elle a évolué, mais elle a évolué dans le sens. Elle a évolué parce que, je dirais, on est intervenu et pas simplement l'ADF. Enfin, voilà, je veux dire, oui, bien sûr. Et ça, bien sûr. ça rebondit sur le comité des partenaires. Oui. Et ça sera la réponse à la deuxième question. Juste pour finir, on va dire que par exemple, du côté des départements, si je t'entends bien, tu dis les départements ne sont pas dans une période florissante du point de vue de leur possibilité financière, c'est pas tout à fait nouveau. Il n'y a pas que les départements. Hein. Donc c'est vrai que la solution qui consiste à équiper la totalité des élèves de 5e est de loin la plus coûteuse pour eux, même s'ils n'assument que la moitié du prix total. Absolument. En tout cas, il y aura des infrastructures, etc. Donc, est-ce qu'on entendrait bien si on considérait qu'il y a d'autres solutions qui seraient peut-être préférées? Alors, lesquelles sont-elles? Soit des équipements d'établissement ou au contraire les solutions de type BIOD que tu étais en train d'évoquer. J'étais en train d'évoquer le BIOD parce que c'est quelque chose que l'on défend avec l'Association des maires de France aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on demande, c'est qu'on étudie la perspective du BIOD comme étant une solution pérenne, en fin de compte, à penser un cadre dans lequel, en fin de compte, on puisse inscrire l'ensemble de la continuité éducative et de la continuité scolaire. La position qu'on défend aujourd'hui, enfin qu'on défend, qu'on pose sur la table, hein. Enfin, je veux dire, parce qu'on est dans le cadre d'un dialogue, qu'on pose sur la table, c'est de dire si on doit penser cette continuité éducative, si on doit penser ça par bassin d'éducation, si on doit mutualiser pour des raisons budgétaires entre communes, communautés d'agglos, si on doit essayer d'avoir une continuité sur le primaire et le secondaire, si on doit avoir une continuité sur le scolaire, l'hors scolaire, etc. Si l'on doit penser tout ça, est-ce qu'on ne doit pas penser tout ça à trois? C'est-à-dire l'État, pour l'ensemble des ressources pédagogiques, tout ce qui a été dit, la formation des enseignants qui est absolument nécessaire, c'est tout le rapport 3.0 Jules Ferry, l'État, les collectivités territoriales, bien évidemment, et peut-être aussi les familles. Enfin, je veux dire, parce qu'en fin de compte, nous, ce que l'on sait faire dans le cadre de cette mission de solidarité qui est celle des départements, en fin de compte, ce qu'on sait faire, c'est aider les familles les plus en difficulté ou les personnes les plus en difficulté pour maintenir un niveau d'égalité. Donc on est susceptible d'aider l'achat de quelque chose qui serait, dont la responsabilité serait portée par les parents, par les élèves et par les pouvoirs publics. Très bien. Ça pourrait avoir du sens. Ok. Désolé, je te presse un petit peu. Comité des partenaires, donc, on en pense quoi? Oui. Alors, comité des partenaires, ce qu'il faut, c'est quand même souligner qu'on est rentré vraiment dans un dialogue aujourd'hui là-dessus, enfin sur tout ça. D'ailleurs, en fin de compte, c'est dans le cadre du comité des partenaires que sont posés l'ensemble de ces problèmes. Comité des partenaires, c'est l'AMF, enfin c'est l'ADF, bien évidemment, enfin c'est l'AMF, pardon. L'AMF, dans l'ordre, allez, l'AMF, l'ADF, l'ARF, l'Association des maires des grandes villes de France, Villes et banlieues pour les villes moyennes, l'Association des maires ruraux, il y a, je dois oublier encore, parmi les grandes associations d'élus, la DCF, la communauté d'agglos, la CUF, et des partenaires aussi comme la Caisse des dépôts et consignations. Et en face de nous, on a effectivement cette entité qui est la DNE, qui est devenue un partenaire de réflexion, c'est-à-dire que la DNE aujourd'hui elle avance, enfin je veux dire avec des propositions, enfin qu'elle soumet dans le cadre du comité des partenaires, des idées, enfin je veux dire etc. On a un dialogue que l'on établit au point même que il y a eu une réunion des délégués académiques pour le numérique éducatif au mois de juillet. L'AMF et l'ADF, on y a été, enfin on a dit ce qu'on pensait, on a pu entamer un dialogue. Et s'il y a le 1er octobre une grande journée sur la continuité éducative, les bassins d'éducation, ce dialogue en fin de compte entre tous les partenaires de l'éducation, c'est aussi parce qu'on souhaite vraiment que, en tant que collectivité territoriale, ce dialogue sur les questions que je viens de poser, il soit maintenant porté au niveau des bassins d'éducation, en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, soient organisés des comités locaux, des partenaires, pour penser un petit peu ces grandes questions qu'on essaye de débrouiller au niveau national entre le ministère de l'Éducation nationale et les collectivités territoriales. Voilà. Juste, M. Van Nils, pour que vous compreniez bien la situation française, je vais décortiquer un petit peu. Ça fait 30 ans que le numérique éducatif est une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales, et c'est seulement cette année qu'on crée une instance de concertation entre l'État et les collectivités territoriales. Mais on est un peu lent. Vous voyez, ça c'est contrairement à une idée qu'on se fait ailleurs. On est un petit peu lent, mais on le fait. Alors effectivement, et la succession de Jean-Pierre Quinouet est intéressante.
pas seulement au niveau national, mais évidemment cette concertation, il est souhaitable qu'elle se passe au niveau territorial. Mais c'est un peu compliqué, c'est des choses nouvelles, un peu barbantes, et d'ailleurs elles sont tellement barbantes que finalement on les a laissées de côté depuis si longtemps, et c'est fort dommage. Alors, et en France, on fait parler tous les représentants du secteur public, et seulement à la fin les représentants du secteur privé, mais on a de la chance, ils sont très courtois et patients, et donc ils sont 3 en bout de table. Donc on va commencer peut-être par Sophie Irade, qui représente Econocom, et puis Frédéric Mathiot, qui représente la société Computa Center. Vous faites tous les deux un peu le même métier, on va dire, mais donc vous êtes concurrents, mais néanmoins tout à fait amis. Et on va dire, votre métier, au fond, c'est d'équiper les établissements, et puis on ajoutait quelque chose en parlant tout à l'heure avec M. Mathiot, et puis de faire en sorte que ça marche. N'est-ce pas? Et c'est un détail qui n'est pas un détail, qui n'est plus un détail, parce que maintenant, on a effectivement, les usagers ont des exigences par rapport au numérique, comme ils n'ont jamais eu, c'est-à-dire qu'ils attendent que ça marche. Alors peut-être vous nous dites comment vous affrontez cette mission et ce que vous en attendez pour les années qui viennent. On commence par vous, Madame Irade. Alors effectivement, l'équipement est un sujet clé, et pour que ça marche, j'ajouterais à la dimension de l'équipement la dimension des services. C'est vraiment pour moi indissociable. Aujourd'hui, Econocom a 3 métiers, dont la distribution de matériel logiciel et les services informatiques et télécoms. Et c'est bien en conjuguant l'ensemble qu'on propose quelque chose, une solution qui fonctionne. Donc comment on travaille? On dispose bien évidemment des experts, je dirais, techniques et technologiques dans chacun des métiers qui sont à solliciter pour que l'ensemble fonctionne. Mais au-delà de ça, il est important de se véritablement plonger dans les particularités, dans les spécificités de ce monde de l'éducation pour pouvoir répondre à des usages et à des besoins, à des environnements très particuliers. Donc je crois que le fournisseur qui véritablement veut s'investir sur l'éducation doit en passer aussi par la dimension métier, au-delà des dimensions purement techniques, matérielles, services informatiques et télécoms. En tout cas, c'est ce que nous faisons chez Econocom. Nous avons l'ambition de bien travailler ce secteur. Nous avons donc des ressources qui se spécialisent sur le sujet. Et c'est en ayant un dialogue, je dirais, en amont, le plus en amont possible avec les collectivités territoriales, que l'on pourra bien comprendre ces enjeux, partager notre veille technologique, partager les expériences que nous avons avec d'autres clients. Voilà, donc c'est le dialogue et cette volonté d'investir de façon privilégiée le secteur de l'éducation. Très bien. Monsieur Mathiot. Bien évidemment, je vais rejoindre ce que vient de dire mon confrère. Et effectivement, comprendre en fait ce que font les enseignants, ce que font et les besoins donc des établissements et des collectivités face à ces besoins de support, c'est primordial. Donc effectivement, notre rôle, c'est bien celui-ci, c'est bien d'accompagner. On en parlait tout à l'heure, effectivement, fournir des solutions qui fonctionnent, c'est bien, mais il faut qu'elles fonctionnent tous les jours. Et plus les usages se développent, et plus ce fonctionnement quotidien devient important. On ne peut plus s'en passer. Ça, c'est le premier sujet. Il y a un autre sujet qui est extrêmement important également, c'est celui de la sécurité. On en a un petit peu parlé, j'étais tout à l'heure assez interpellé par le discours de Madame la Préfète sur ce niveau de sécurité et sur le fait qu'on doit protéger les élèves de l'accès à et inversement aussi des personnes extérieures à l'accès aux élèves. Et faire en sorte que les solutions qu'on met à disposition puissent être administrées au travers de plateformes et que ces plateformes puissent être elles-mêmes exploitées, soit par les enseignants, soit par les établissements, et souvent les deux en fait, de façon à ce qu'on puisse garantir également aux familles, ce qu'on puisse garantir, au-delà du support, au-delà de la disponibilité quotidienne des équipements, le fait que l'ensemble de ces équipements soient suffisamment sécurisés pour qu'on puisse effectivement s'en servir tous les jours, sans que nos enfants soient mis en difficulté et soient exposés à des choses auxquelles ils ne devraient pas être exposés. Donc ça fait partie de notre philosophie également. Très bien. L'un et l'autre, vos clients aujourd'hui sont clairement les collectivités territoriales, c'est-à-dire les départements, les régions pour le secondaire, et puis les villes pour le primaire. Souvent, on s'inquiète de la qualité, la façon dont vous répondez à des cahiers des charges qui sont de plus en plus sophistiqués. Comment jugez-vous aujourd'hui, disons, vos clients d'un point de vue de la technicité, de la maîtrise du sujet? Bons élèves, en progrès? Alors, on va éviter de se fâcher avec nos clients. Pour autant, nous avons encore, eux et nous, des progrès à accomplir.
Donc effectivement, la plupart des cahiers des charges que nous recevons aujourd'hui, enfin la forme des consultations sont souvent des dialogues compétitifs, et ça prend tout son sens en fait à ce moment-là, puisque le transfert de responsabilité des établissements vers les collectivités est quelque chose d'encore récent, et sur lequel en fait n'est pas si simple. Et on a tous besoin d'apprendre, tous besoin effectivement de comprendre comment ça fonctionne. Et je rejoins tout à fait effectivement ce qui a été dit précédemment sur le fait de bien comprendre les métiers. C'est vrai pour nous, mais je pense que c'est vrai également pour les collectivités. Et donc de s'approprier nous-mêmes le fonctionnement des différents établissements, le fonctionnement de l'enseignement, pour pouvoir effectivement répondre réellement aux attentes des différents établissements. Donc on a encore du progrès à accomplir dans ce domaine-là. Très bien. Vous voulez ajouter un mot, Amirat? Oui. Non, je veux dire que les niveaux d'expertise, ils peuvent être divers. Ce qui est important, je crois, que c'est d'avoir conscience que les choses sont particulièrement complexes, qu'elles sont nouvelles, qu'on a tout intérêt à partager. Et je pense que les collectivités qui attendent de leurs fournisseurs qu'ils soient force de proposition, c'est un bon réflexe, c'est un bon comportement. C'est pas se mettre en défaut ou c'est pas reconnaître une incapacité quelconque que d'attendre de son fournisseur qu'il vous pousse, qu'il vous donne des idées et qu'il participe à la réflexion. Ouais. Très bien. Il y a un sujet après qu'on pourrait avoir, ça pourrait donner lieu à des questions. Il nous restera un petit quart d'heure juste à la fin. Après, la question, c'est les collectivités qui passent les commandes, effectivement. Mais c'est vrai que les besoins sont d'abord ceux des établissements. Et donc, ce serait intéressant de voir quelle est la qualité et la nature du dialogue entre les établissements et les collectivités. Mais c'est un autre sujet, un beau sujet, mais pour plus tard. Alors, c'est Hervé Borédon qui va clore cette première partie, enfin, voilà, c'est une grosse partie. Hervé est le directeur général de la société ITOP, qui fait des ENT, principalement, mais pas que. Mais il est aussi président de la FINEF, c'est-à-dire d'une certaine façon, il est là. Mettons, on va dire qu'il est là. Surtout là pour ça, ouais. Voilà, très important. Et donc, il y a une question qu'on ne s'est pas posée, c'est celle des, disons, en tout cas, on a parlé des ressources tout à l'heure avec Canopé, il y a des producteurs privés de ressources, la question des manuels scolaires, la réforme du collège, prête en 2016, a posé d'une façon très, très forte, en tout cas, la question des manuels scolaires. Les éditeurs de contenu, on va dire, comment perçoivent-ils ces évolutions-là? Est-ce que les éditeurs scolaires, en tout cas, sont favorables à un basculement du côté du numérique? Est-ce qu'ils y sont prêts? Est-ce qu'ils le souhaitent? Est-ce qu'ils résistent? Un mot là-dessus? Voilà, beaucoup de questions en un mot. Oui. Donc juste pour repréciser la FINEF, donc la FINEF, l'Association française industrielle du numérique, de l'éducation et de la formation, nous sommes aujourd'hui plus de 80 entreprises qui sont regroupées dans cette filière-là, et donc nous représentons l'ensemble des acteurs, donc y compris les éditeurs scolaires, mais pas que les éditeurs scolaires. Et sachant qu'aujourd'hui, en termes de production numérique, c'est fait en partie par les éditeurs scolaires traditionnels, mais aussi beaucoup par ce qu'on appelle les pure players, des entreprises qui font essentiellement du numérique. Donc pour essayer en tout cas de répondre à cette question-là, je pense qu'on n'est pas encore à la fin du manuel papier, mais on va dire qu'on est au début de la fin. En tout cas, c'est ce que nous espérons tous. Il y a effectivement un problème de volonté des éditeurs, mais je pense que la volonté, et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises lors des éditions présentes de Ludovia, nous, industriels, nous sommes prêts à répondre aux besoins, mais il faut que l'environnement il soit propice, il soit favorable. Donc on a parlé, il faut de la connectivité, il faut de l'équipement, il faut de la maintenance, il faut un ensemble d'environnements avant de pouvoir mettre à disposition de la ressource. Aujourd'hui, beaucoup de ressources sont disponibles et effectivement les challenges qui sont devant nous, c'est peut-être toujours parler de manuel, parce que dans on va dire l'imaginaire collectif, ça reste très important, notamment au niveau du grand public. Quand vous allez commencer à dire à un parent d'élève qu'il n'y a plus de manuel, ça peut paraître un petit peu déroutant, mais finalement, le manuel qui est aujourd'hui disponible et qui arrive n'a plus rien à voir avec le manuel papier qu'on pouvait connaître. Et donc, comme toute mutation, comme toute révolution, il faut forcément un petit peu de temps. Donc, nous sommes prêts aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, les annonces du plan et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain font que les choses vont devenir un petit peu plus concrètes. De là à dire qu'à la rentrée 2015, il n'y aura plus de manuel, c'est encore un petit peu osé. Mais en tout cas, si déjà beaucoup de choses passent en numérique, et c'est l'approche qu'a choisi la DNE auquel nous souscrivons déjà, d'avoir toute une phase de ressources numériques qui viendra en complément du manuel, qu'il soit papier ou qu'il soit numérique, ce sera déjà une première appropriation par rapport aux usagers et aux enseignants en particulier. D'accord.
même si on n'a pas de rupture brutale, en tout cas en 2016, certainement, il va se passer des choses autour de la réforme du collège. Mais il se passe déjà des choses sur le terrain, et ça va effectivement, avec ce plan et cette structuration de ce plan, ça va s'accélérer et ça va devenir... on ne pourra plus revenir en arrière par la suite. Merci beaucoup. Il reste 10 minutes. Si jamais vous aviez une question, je ne sais pas si on a un micro, alors sinon les questions sont réservées aux gens qui ont des voix puissantes. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à l'un de nos intervenants, ou intervenir, ou protester, ou compléter ce qui a été dit? Non. Et vous-même, Monsieur Van Hulst, vous avez entamé la table ronde. Voulez-vous la conclure? Est-ce que, enfin, si vous le souhaitez. Je me demandais alors, est-ce que les questions dont on parlait à l'instant là sur le manuel numérique, est-ce que ça court aussi, j'imagine, dans votre canton? Tiens, ah oui, le micro là, voilà. Probablement, mais vu d'où je suis, je ne les perçois pas de la même manière. Disons, moi, ce qui m'importe avant tout, c'est de pouvoir organiser au sein de nos institutions un débat scientifique digne de ce nom pour aborder ces problèmes. Je pense tout ce qui est de l'ordre du détournement, tout ce qui est de l'ordre de l'appropriation est constitutif même du processus de formation des enseignants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Donc, je trouverais dommage de n'en faire qu'un problème d'interface entre différents prestataires de services, excusez-moi, au sein de l'institution. C'est vraiment le noyau même de l'activité. Et si vous avez l'occasion d'aller voir sur le site de la HEP, on met en place, en collaboration avec l'Université de Lausanne, une série de conférences qui touchent sur l'auteur, l'autorisation, les détournements. Ça s'appelle hacker l'auteur, c'est rigolo. Mais cette façon de voir, en fait, permet peut-être d'abord de s'organiser dans des configurations à la fois politiques, économiques très différentes, et ensuite peut-être de temporiser par rapport au conflit d'intérêts et de se donner le temps d'analyser, d'essayer de comprendre la nature des dangers. J'ai bien compris la position de Madame la Préfète tout à l'heure, je peux tout à fait. N'empêche que là, on a un discours qui touche non pas le fond, mais la superficie des choses. Et puis, au fond, il y a quand même les compétences, d'abord, des formateurs d'enseignants, des enseignants et des élèves. Et j'aimerais, peut-être c'est la chance, justement, dans une organisation comme Ludovia, de mettre tout le monde dans le même panier, et puis de secouer ce panier suffisamment pour qu'il en sorte des idées, parce que c'est un domaine sur lequel le traitement de fond, traitement scientifique, me semble encore, pour le moment, à peine balbutiant. Très bien. On peut, à moins qu'il y ait un regret de dernière minute. Non. Eh bien, donc je vais juste faire l'annonce pour demain. Pascal, voilà. Je voulais donc vous rappeler et rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc demain, je crois que c'est à 13h30 ou 14h, je ne sais plus. Donc on fera avec Christophe Battier, qui est également co-auteur,